S'il est un domaine qui fait débat, c'est bien celui de l'énergie. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi. On peut se poser la question, est-ce que la trajectoire énergétique française et européenne est efficace? Et d'ailleurs, sur cette question, on le sait, même les plus grands experts s'écharpent. Pour en débattre avec nous sur la scène du Paris-Saclay Summit, nos invités, avec nous, Rok Drozdowski, pardonnez-moi, j'espère ne pas avoir écorché votre nom. On peut l'applaudir. Directeur général de l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France. À vos côtés, Catherine Santucci. On peut l'applaudir également. Directrice adjointe de la direction des énergies du CEA. Grégoire Lambert, directeur de la stratégie de Framatome et directeur de Framatome Space. Et à vos côtés, Géraldine Vosner, vous êtes journaliste au Point, vous allez modérer ces échanges. Je vous laisse le soin d'animer ce débat. Quant à vous, cher public, vous pourrez poser vos questions aux intervenants à l'issue de votre discussion. Géraldine, c'est à vous. Oui, alors vous l'avez très bien dit, discussion toujours un peu éruptive, un peu tendue. Le mur énergétique, on l'a un petit peu pris l'an dernier. Quand on parle d'énergie, bon là, on va évidemment beaucoup parler d'électricité, de production bas carbone, des technologies qui y sont associées, réseau, stockage, recyclage, avec ces experts qui m'entourent, qui ont plus un focus, c'est vrai, production électrique, qui est donc l'un des très grands défis français. Pour décarboner notre économie, en gros, les trajectoires des spécialistes de RTE nous disent qu'il va falloir à la fois consommer moins d'électricité, beaucoup moins, et en produire plus, beaucoup plus. Et alors, quand je dis plus, pour avoir les ordres de grandeur en tête, on parle d'au minimum 300 TWh électriques de plus à produire. C'est quand même assez colossal. Donc, c'est un défi monumental. Catherine Santucci, je me tourne vers vous. On aura besoin, comme vous faites tout, d'absolument tout. Oui, effectivement. Donc, si on revient sur les enjeux, vous les avez bien rappelés. Donc, l'enjeu, c'est d'obtenir un net zéro en 2050 et donc de sortir des énergies fossiles. Donc, pour sortir des énergies fossiles, effectivement, donc, il faut produire davantage décarboné. Et donc, produire décarboné qui dit électricité décarbonée, ça vous l'avez très bien dit. Donc, avec d'une part le nucléaire, mais également les énergies renouvelables. Et donc, actuellement, on a déjà une électricité qui est très décarbonée, qui est aux alentours à plus de 90% décarbonée. Mais comme vous l'avez dit, il faut produire bien davantage. Donc ça, c'est la première partie du sujet. La deuxième partie, c'est qu'effectivement, ce qu'il faut, c'est qu'on modifie nos usages, puisque eux ne sont pas vraiment décarbonés. Et donc, ces usages, donc ça concerne l'industrie, le transport, l'agriculture. Et tout ceci, donc pour cela, il faut produire davantage d'électricité décarbonée, mais surtout cette électricité décarbonée, il va falloir la changer de forme pour qu'elle soit utilisable donc par cette industrie. Alors, je vais simplement souligner, on y reviendra peu par la suite parce qu'on en aura peu le temps. Néanmoins, le CEA travaille sur toutes les formes d'énergie. On parle des énergies non électriques également, qui seront essentielles, hydrogène, géothermie, biomasse, vous êtes un peu multidirectionnel. Alors effectivement, le CEA porte une vision du mix énergétique, donc basée, on l'a dit, sur la production d'électricité décarbonée, mais également sur des systèmes flexibles d'utilisation de cette électricité qu'on va transformer, par exemple sous forme d'hydrogène. La flexibilité, elle peut être obtenue aussi à partir de batteries, puisque les batteries peuvent stocker les énergies intermittentes, ou également, à partir de l'hydrogène décarboné, on va pouvoir fabriquer des carburants de synthèse dans un cycle de carbone vertueux. Donc effectivement, on porte ce système flexible, mix énergétique, et on travaille sur des briques en termes de recherche, donc toutes ces briques qui vont construire le système d'ensemble. Voilà, on va quand même rappeler deux, trois données. Vous disiez effectivement, notre système électrique est largement décarboné, notre mix énergétique ne l'est pas. Les ordres de grandeur, on les rappelle ? Là, actuellement, dans la consommation électrique française, la consommation d'énergie française, par contre, on a à peu près 25% d'électricité. Et en 2050, on doit monter à plus de 50%. Donc on voit bien la marche qui est à franchir. Et donc là, on ne peut pas se passer d'une énergie décarbonée plutôt que d'une autre. Il faut vraiment travailler sur l'ensemble et avoir un mix qui soit bien travaillé et bien construit. Grégoire Lambert, je rappelle que vous êtes directeur de la stratégie de Framatome.
d'un fleuron de la filière nucléaire, cette prise de conscience de l'urgence à décarboner nos économies a fait basculer très récemment de nombreuses opinions publiques en faveur du nucléaire, dont la relance, vous le voyez, finalement, n'est pas que franco-française. C'est assez largement partagé dans le monde. En effet, alors juste je voulais revenir sur, et merci en tout cas pour la question, je voulais revenir sur les ordres de grandeur et justement cette partie mix énergétique mondial. Si on regarde, alors on parle beaucoup de la France qui a fait un grand chemin dans les années 70-80 d'électrification et de nucléarisation de son électricité. Mais si on regarde à l'échelle mondiale, seulement 10% de l'énergie consommée à l'échelle mondiale est bas carbone. Et on voit que le secteur énergétique, qui est responsable finalement de l'ensemble, de 75% de l'émission des gaz à effet de serre, doit se transformer. Et quand on regarde des années 90 à 2020, finalement, on est passé de 8,5% d'énergie bas carbone à 10%. Là, vous ne parlez pas que de nucléaire, là, vous parlez de tout l'ensemble. Et quand on parle des 10%, c'est 5% de nucléaire, 2,5% d'hydraulique et 2,5% d'énergie renouvelable. Donc on voit que le chemin est très long et on a longtemps mis à dos les énergies renouvelables et le nucléaire, ce qui était une erreur fondamentale. Et donc aujourd'hui, tout ça, cette prise de conscience est en train d'évoluer. En tout cas, il y a une prise de conscience et qui pousse en même temps les énergies renouvelables et le nucléaire sur ces sujets-là. Donc si on regarde le dynamisme des parcs nucléaires, alors on voit que c'est encore une faible part, mais par exemple en Europe, c'est quand même la première source d'électricité en Europe, et il y a eu un peu d'évolution sur le gaz, ouais. Et c'est la première source d'électricité, point final. Mais, et donc c'est quand même, en fait, le message que je voulais donner, c'est que les solutions, elles existent, et on les a longtemps ignorées, on les a ignorées pendant une vingtaine d'années, et il n'y a pas de défi technologique à appliquer ces solutions. Et beaucoup de régions dans le monde le savent, en particulier la plateforme Asie. Donc quand on regarde le dynamisme et le nouveau dynamisme du nucléaire, si on parle vraiment que du nucléaire, donc principalement le dynamisme est en Asie et principalement en Chine. Il faut avoir en tête qu'on a 23 réacteurs en construction en Chine sur à peu près une cinquantaine de réacteurs en construction dans le monde. Et donc la Chine a déjà lancé la volonté d'être le premier parc nucléaire au monde. Et donc, et ça c'est lancé et va dépasser la France là, bientôt et devrait dépasser les États-Unis dans une dizaine d'années. Et donc le dynamisme, il est principalement là. En Europe, je pense que il y a une vraie évolution depuis quelques années et je pense que les décisions qui ont été prises en France, et la France est quand même la locomotive de l'Europe et représente la moitié du parc nucléaire européen. Et donc il y a une prise de conscience et une évolution, en particulier en Europe de l'Est et en Europe centrale, avec deux choses, évidemment cette problématique bas carbone, mais cette problématique de dépendance à la Russie. Et de passer au nucléaire limite et fait évoluer vers moins de dépendance à la Russie, et ce qui finalement est bénéfique pour le nucléaire. Et en Europe occidentale, qui est historiquement nucléarisée, même si certains pays ont quand même du mal à s'y faire, quand on pense à l'Allemagne, mais les autres pays prennent conscience et revoient aussi leur mix électrique pour les prochaines années et considèrent ce nucléaire. On pense aux Pays-Bas, donc à la France, au UK, aux Pays-Bas et à la Suède et bientôt l'Italie. On voit aussi comme nouveauté que une vingtaine ou une trentaine de pays dans le monde ont déjà lancé des études préliminaires pour passer au nucléaire, notamment des pays d'Afrique, du pourtour méditerranéen. Ça progresse aussi, c'est plus seulement l'apanage du monde occidental. Non, aujourd'hui on a 31 pays qui sont capables de faire du nucléaire. Maintenant il y a beaucoup de pays qui veulent s'y mettre. Ça prend du temps, ça on le sait, et puis il faut y aller étape par étape, il y a beaucoup de choses à faire. Mais on a vu les pays du Moyen-Orient qui se sont lancés, grâce aussi à une manne financière qu'ils peuvent avoir. Mais en tout cas, il y a un vrai dynamisme sur l'ensemble des plateformes. Puis aussi, évidemment, la plateforme historique Nord-America, là, qui se concentre vraiment vers les nouvelles technologies. Mais donc, un dynamisme complet
au niveau mondial, en tout cas autour du nucléaire. Roch Drozdowski, on a parlé du nucléaire, c'est pas pour demain, le nucléaire. Ce qui est pour demain, c'est le solaire que vous représentez ici. Et là, quand on parle de développement du nucléaire, là, c'est même plus un développement, c'est une explosion, mais qui n'empêche pas nécessairement le développement parallèle toujours d'énergie fossile. Oui, merci beaucoup. Alors, c'est vrai que tout le monde connaît CEA, tout le monde connaît Framatome, peut-être un petit peu moins IPVF, donc je vais juste dire 2 mots de l'IPVF. L'IPVF, vous savez, c'est un institut qui est né des discussions qui avaient animé Alain Juppé et Michel Rocard à l'époque et qui avait fait l'objet d'un ouvrage au début des années 2000 qui s'appelait « La politique telle qu'elle meurt de ne pas être ». Et l'ouvrage faisait ce constat, c'est qu'en France, on a des grands acteurs énergéticiens, on a des grands acteurs industriels, on a de la grande R&D, de la grande science, et que, en fait, les étapes intermédiaires entre les deux, donc sans froisser, faire de la science de combat, de la science pour du transfert industriel, c'était quelque chose qui était plus faible en France que ce qu'on pouvait observer à l'étranger. Et donc ça a mené à la création d'un certain nombre d'instituts, de la famille des IRT, des ITE, donc des instituts de recherche technologique et des instituts de transition énergétique dont nous faisons partie. Et en 2 mots, donc nous réunissons les forces françaises en partenariat avec des grands acteurs comme d'ailleurs le CEA. Nous avons été fondés par EDF, par Total Energy, par Air Liquide, par le CNRS, par l'École Polytechnique et des équipementiers, pour justement mettre la science, les équipes françaises du photovoltaïque au service de l'industrie. Et on pourra y revenir, mais on s'intéresse justement au coup d'après technologique. Alors pour revenir au cœur du sujet, donc c'est vrai qu'on parle du scénario RTE, je crois qu'en volume, c'est 35% d'électricité en plus à horizon 2050. Donc c'est vraiment il faut, si on veut décarboner la France, il faut qu'on électrifie davantage et qu'on ait un vrai travail sur ce switch électrique, sur cette transformation du mélange énergétique français, avec les énergies renouvelables qui jouent un rôle de au moins 50% dans les consommations à cet horizon de temps-là. Alors qu'est-ce qui se passe si on regarde les renouvelables et le solaire au niveau mondial, européen et français ? Comme vous le dites, c'est une véritable explosion. Chaque année, on bat des records. Je dis on bat des records. Les renouvelables battent des records. Cette année, alors, l'Agence internationale de l'énergie est en train de compiler les chiffres, mais en 2023, c'est 50% de plus de renouvelables qui ont été déployés dans le monde par rapport à l'année 2022. C'est dans les 510 gigawatts au total. Si on regarde le solaire, c'est 65% de plus de solaire qui ont été déployés en 23 par rapport à 22. En Europe, on est à plus 40% de plus en 23 par rapport à 22. Et en France, c'est pareil, on a battu des records. C'est 3 giga 2, je crois, en France, avec, je disais des statistiques, plus 30% de raccords Enedis, puisqu'on est sur un site EDF. Donc il y a beaucoup de travail au niveau réseau, au niveau intégration, évidemment, à prévoir pour que cette énergie distribuée puisse être facilement intégrée. Mais c'est encore une fois, l'Agence internationale de l'énergie a appelé la décennie 2020-2030 King Solar. Donc vraiment, le solaire est roi, avance extrêmement vite. Lors du discours de Belfort, le président Macron, en février 22, annonçait un x5 en 30 ans sur la capacité solaire. Donc on voit qu'on a énormément de travail. Et ce rythme-là, donc aujourd'hui, si on compile justement à début d'année, où est-ce qu'on en est par rapport aux ambitions de décarbonation au niveau mondial telles que formulées par l'AIE, on est à x2,5, donc dans la trajectoire, dans le business as usual, alors qu'il faut faire x3. Donc cette accélération qu'on constate et ces scénarios où chaque année on bat des records avec une accélération de déploiement, il faut qu'on aille encore plus vite pour réussir nos paris à horizon 2050. Alors justement, quand on aligne ces chiffres, on dit tout et à la fois on ne dit rien. Parce que quand on les remet à l'échelle française, ça soulève un nombre de questions et de défis qui sont assez colossaux. Déjà celui de la crédibilité. 13 gigawatts de solaire installés fin 2021. 2050, les plans, c'est 100 gigawatts. Est-ce que c'est crédible ? Écoutez, les régions y travaillent. Il y a, les différentes COP régionales sont en cours. Les SRCAE sont en train d'être montées. La PPE est en train d'être produite. Donc, je crois que... C'est écrit dans les textes, oui, mais est-ce que c'est crédible ? Écoutez, la caractéristique du solaire, c'est qu'on peut rapidement le déployer. Donc c'est crédible. Je pense que effectivement, dans les chiffres, c'est crédible. Je pense que les objectifs sont là. Il y a un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est pas seulement parler de la demande, mais parler de l'offre, c'est-à-dire d'où viennent ces technologies qui font la transition énergétique, et ça c'est en termes de crédibilité et j'allais dire d'acceptabilité. 90% des panneaux qu'on installe viennent de Chine.
Voilà, exactement. Donc les chiffres sont effarants. Donc on est vraiment dépendant de la Chine en termes de technologie. Et ça, c'est quelque chose qui a été très vite vu, vous l'avez tous vu par l'administration Biden avec les fameux 500 milliards de dollars qui ont été dédiés à justement la réindustrialisation de l'Amérique dans le domaine de la transition énergétique. En Inde, donc je crois que ça se traduit en des projets de plus de 150 gigas déjà de capacité de production solaire au niveau américain. Au niveau indien, on a la même démarche avec 45-50 gigas de production qui sont discutés au niveau indien. Eh bien, l'Europe est en train justement de faire ce chemin-là. Quel chemin ? Le chemin de la discussion avec l'administration von der Leyen de ce qu'on appelle le Net Zero Industry Act, donc un texte qui a été validé par la commission ITRE, qui réunit donc, déjà en dialogue entre les représentants des gouvernements et le Parlement européen pour définir quel est le pourcentage de la demande européenne qu'on souhaite fournir avec des matériaux made in France, des équipements made in France, et donc c'est 40%. Et ce débat donc au niveau en plénière parlementaire européen est attendu pour la fin avril. Voilà. Après, il y aura le délai de l'implémentation. Donc, quelque part, l'enjeu, ça va être de savoir faire vivre les graines d'industrie renouvelable, en particulier photovoltaïque, qu'on connaît mieux à l'IPVF, dans ce délai d'implémentation qui va durer 12 à 18 mois, tout en dérisquant par rapport aux règles de marché les grands porteurs de projets. Donc là, je parle de ceux qui existent déjà à Voltec Solar, typiquement dans le Grand Est, les grands porteurs de projets, Holosolis, Carbone, qui font partie du Choose France, qui font partie du Choose Science, puisqu'ils travaillent avec l'IPVF. Et donc, on est sur ce moment très difficile, si je parle du solaire, où en fait, le marché américain avec l'IRA et les mécanismes de défense est devenu indisponible à l'industrie chinoise, surcapacité, ce qui se traduit en globalement 1 an et demi, voire 2 ans de stock de panneaux solaires, 150 millions de panneaux solaires qui sont dans les ports européens, chinois, vendus à bas coût. Et dans ce monde-là, une volonté politique de réindustrialiser, une prise de conscience politique, mais quelque part une industrie qui doit pouvoir s'y retrouver dans les délais impartis, quoi. On va revenir d'ailleurs avec le CEA sur comment on fait pour reconquérir cette souveraineté. Mais j'ai envie de vous poser la même question, Grégoire Lambert, parce que le nucléaire, il est soumis en France au même défi. La filière a été très abîmée par une vingtaine d'années d'atonie, de non-commande. Les plans sur le papier, à la fois de prolongation du parc et de développement d'un nouveau parc, sont parfaits, encore une fois, sur le papier. Est-ce que vous allez pouvoir délivrer ? Est-ce que c'est crédible ? Alors, en tant que Framatome, mais je vais vous l'expliquer pourquoi. Évidemment, on pense que c'est crédible. Donc, si on revient aux décisions aujourd'hui, donc pour Framatome, en France, on parle évidemment de la fourniture des chaudières nucléaires des 6 EPR, plus potentiellement des 8 autres EPR. Évidemment, Framatome se prépare aussi pour le reste des fournitures du marché. La filière, alors moi je serais plus nuancé, évidemment, la filière a eu du mal par les non-décisions et par les cycles longs. Il faut savoir quand même qu'en France, on a la chance d'avoir 56 réacteurs qui tournent, 58 qui sont passés à 56, et ça a quand même permis de maintenir un tissu industriel assez important, parce qu'il a fallu maintenir ces réacteurs pendant toutes ces années-là. Aujourd'hui, en revanche, il y a un nouveau dynamisme et donc on rappelle beaucoup d'entreprises qui s'étaient un peu rétractées et il y a un vrai mouvement et un accompagnement de l'ensemble des grandes entreprises. Alors je pense à EDF, mais nous aussi on accompagne la filière. Une chose importante, alors au niveau compétences, évidemment, on va parler de compétences, mais je pense qu'il y a beaucoup de sujets sur les compétences. On va y revenir demain, je crois, avec Luc Rémond. C'est un vrai sujet pour la filière parce qu'on annonce plus de 100 000 personnes sur les 10 prochaines années. Oui, d'ailleurs, on peut le préciser, on vise les collégiens, là. Hein. C'est ceux qui sont au collège aujourd'hui, qui seront utiles au moment où on aurait besoin. Alors, on vise tout le monde. Hein, nous, Bien sûr, mais on vise aussi bien des ingénieurs que des techniciens. On vise aussi les collégiens.
collégiens et puis les collégiennes, Oui, les collégiennes, les collégiennes. parce qu'on a besoin aussi de cette féminisation dans nos équipes. Nous, c'est 2000 personnes par an, donc on est passé de 1500. Cette année, on a fait plus de 2000 recrutements chez Framatome, et on doit avoir une courbe de plus de 2000 par an. Monter, ouais. Donc la problématique, c'est évidemment la formation. Le nucléaire, même si on essaye d'être de moins en moins spécifique, on a encore des formations qu'il faut donner. C'est pas ça que je voulais dire. Je dis délivrer, c'est il faut des boulons, il faut des tuyaux, il faut des usines. Alors, alors, si on revient donc là, les compétences, mais je voulais parler des compétences, mais c'est important, l'industrie. Alors, Framatome a la chance aussi d'être ingénierie-industrie. On a décidé depuis une dizaine d'années d'injecter en fonds propres 1 milliard d'euros dans nos usines. Donc, on a des usines en Bourgogne qui fabriquent les équipements primaires. Et donc, on a, depuis 5 ans, réindustrialisé en tout cas et consolidé. Alors si les gens de la région, là on est plutôt ici, on n'a pas d'usine ici, mais on travaille beaucoup avec la région Bourgogne, au Creusot, sur notre forge à Saint-Marcel, et puis aussi sur toute notre industrie du combustible. Donc on a mis plus d'1 milliard d'automatisation. On vise la capacité. Aujourd'hui, on transforme encore nos usines. Il va falloir encore 1 milliard à mettre dedans. Et ça veut dire que vous avez déjà commencé à dimensionner vos usines pour le renouvellement du parc, même si les commandes ne sont pas passées? On a déjà commencé en amont grâce parce qu'on y a cru. Et on a déjà commencé, grâce à la profitabilité qu'on pouvait dégager, à réinvestir très tôt. Et là, on continue. Combien vous pourrez nous sortir de chaudières? Et l'objectif, à terme, dans les 10 prochaines années, en tout cas dans les 10 ans qui viennent, c'est d'être en capacité de sortir 2 EPR, un équivalent de 2 EPR par an de nos usines. Voilà. Donc pour être très clair, aujourd'hui, 6 plus 8, on est dimensionné plutôt vers 1,5, 1,7 EPR par an. Et donc on a cet objectif d'aller un cran plus loin pour aussi servir, s'il y a des potentiels, à l'international. Voilà. Bon, après, sur la filière, on aurait tellement de choses à dire. Et c'est plus compliqué, effectivement, pour les autres formes d'énergie, notamment solaire. Hein. Et ça, je crois, Catherine Santucci, vous essayez d'accompagner ces filières pour construire une capacité industrielle qu'aujourd'hui, on n'a pas. Oui, alors effectivement, donc, on l'a vu, on en a parlé, il y a vraiment un vrai enjeu de souveraineté. Donc, associé à l'urgence climatique, il y a aussi le côté souveraineté qui est vraiment important. Et le CEA, ça fait 80 ans l'année prochaine, donc qu'on fait de la recherche, mais avec une finalité quand même de développer des solutions qui soient ensuite développées jusqu'à terme par l'industrie, donc qui soient reprises et qu'on puisse finalement quelque part contribuer à l'essor de nouvelles filières, donc françaises en particulier, mais européennes et plus larges là-dessus. Il y a la question du coût de la main-d'œuvre, on sait que c'est moins cher. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'accès aux ressources. Et on n'a pas d'argent, on n'a pas de silicium, on n'a pas de terres rares, on n'a pas d'aimants. Donc comment vous pouvez les aider? Alors effectivement, donc du coup, quand on parle filières, donc il y a les filières de production, on l'a vu, il y a des filières de transformation, mais il y a aussi les filières de recyclage. Et ça, c'est effectivement indispensable si on veut, alors déjà pour préserver l'environnement, hein, ça c'est le premier objectif, mais également en termes de coût et de disponibilité de ces matières. Si on veut développer des filières industrielles, qu'on parle de solaire, de nucléaire ou autre, on a vraiment besoin de recycler, de réutiliser de façon vertueuse les éléments les plus critiques et les plus rares. Donc dans le nucléaire, c'est vrai qu'on a une très longue histoire dans le retraitement et le recyclage du combustible ou de l'uranium. Également, c'est des choses qu'on met à disposition, ce sont des compétences qu'on met à disposition au CEA pour recycler, par exemple, l'argent dans les panneaux photovoltaïques, donc avec une techno qui est basée sur du fluide supercritique, donc qui est un état un peu particulier de la matière qui va permettre, ce fluide va rentrer dans les différentes strates du panneau solaire, quel que soit son état, et donc ça va permettre de récupérer, par exemple, l'argent. Aujourd'hui, je me tourne vers Roch Drozdowski, mais aujourd'hui, en gros, l'argent et le silicium, qui sont toute la valeur du panneau photovoltaïque, sont soudés dans des résines, et puis on ne peut pas les recycler, on ne sait pas faire. On apprend à le faire, voilà. Ouais. On apprend à le faire, et donc on va pouvoir récupérer, par exemple, l'argent, qui est quand même un métal relatif, alors rare non, mais en tout cas
semi-précieux, on va dire. Et puis le silicium également, qui est, comme vous dites, du silicium très pur. C'est pas le silicium en général, le silicium il y en a partout dans la nature, mais du silicium ultra pur qui a pu être utilisé dans certains panneaux photovoltaïques. Donc on va pouvoir le récupérer et le recycler. Donc c'est la même chose sur les aimants, par exemple les aimants permanents. Donc il faut savoir que dans les aimants permanents, ils sont utilisés pour faciliter la transformation d'une énergie mécanique en énergie électrique ou le contraire. Donc ils sont utilisés par exemple dans les éoliennes ou dans les véhicules électriques. Et donc ces aimants comprennent des terres rares, ce qu'on appelle, donc ce sont des éléments rares, comme leur nom l'indique, avec des noms que je ne citerai pas ici. Et donc là aussi, on développe, y compris avec la filière nucléaire, qui utilise aussi les mêmes compétences, par exemple avec nos collègues d'Orano. Donc on va travailler sur un recyclage de ces aimants, alors avec un procédé le plus simple qui est de broyer, de chauffer, de broyer et de refabriquer un aimant qui sera pour l'instant un peu moins bon, mais quand même qui peut être utilisé. Et puis sur des choses plus poussées, où là on va aller récupérer uniquement les terres rares qui nous intéressent, donc avec d'autres techniques plus poussées, pour l'instant qui sont en cours d'industrialisation. Oui, c'est vrai, le recyclage dans le monde du photovoltaïque est essentiel. L'éco-organisme Soren, qui s'occupe de l'organisation de la filière justement au niveau français, citait que le photovoltaïque mondial consomme un tiers des ressources en argent qui vient d'être cité. Donc on voit bien que si on fait x3, ça ne marchera pas bien sans recyclage. Moi j'avais juste 3 commentaires par la petite discussion. Économique en termes de compétences et en termes de technologie. Donc économique, c'est vrai que si on regarde le delta, parce que vous citez le coût de la main d'œuvre entre les panneaux solaires, et là je m'appuie sur des travaux de l'Alliance solaire pour l'industrie, ESIA, donc European Solar Industry Alliance, eux, donc ils chiffrent à 15 centimes d'euros l'écart entre les panneaux en fait produits en Chine, évidemment moins chers, et les panneaux produits en Europe. Comment est-ce qu'on fait pour combler le gap? Alors c'est tout, mais c'est 15 centimes d'euros le panneau chinois, du coup ça fait x2, donc c'est important. Voilà. Et donc comment est-ce qu'on fait pour combler le gap? En fait, il y a 5 centimes d'euros qui viennent du NZIA, donc mettre en place des appels d'offres qui reconnaissent le contenu local, le contenu carbone, des éléments sociaux, la démocratie, ces éléments-là qui sont justement en débat au niveau européen. Ces 3 centimes d'euros qui sont sur le premium qui est prêt à payer du point de vue du marché sur du Made in Europe, donc l'appétence du marché pour acheter des contenus qui sont labellisés comme tels, donc l'importance de la labellisation et de la reconnaissance de l'origine, de la valeur ajoutée en fonction de l'endroit où ils sont produits, et le reste vient de la taille des usines, donc d'où l'importance justement d'avoir des économies d'échelle que l'on trouve en Chine, qu'on ne trouve pas encore en Europe, justement de soutenir des investissements dans des usines importantes comme c'est le cas actuellement. En termes de compétences dans ces usines, justement, qui on va trouver? Des gens qui sont aujourd'hui pas nécessairement disponibles, pas nécessairement bien formés. Et là, c'est absolument essentiel, comme ça a été rappelé, de s'engager pour aligner les dispositifs de formation et les CMQ, les campus métiers qualification, en particulier énergie durable, ici au niveau Île-de-France. On en a plusieurs dans le Grand Est, en PACA. Ce sont des vrais dispositifs qui permettent, avec les académies, en allant chercher les bacs professionnels, en remontant jusqu'au bac +8, voilà, à avoir une vraie démarche de préparation des dispositifs de formation aux métiers qu'on trouve aujourd'hui déjà dans l'industrie, et on mesure le décalage qu'on a entre les élèves et les besoins des industriels, et demain, bien évidemment. Et donc là, on est dans notre rôle d'éclairer justement le coup d'après technologique, qui me permet de faire le lien avec l'aspect technologique. Donc c'est vrai que à l'IPVF, on travaille, et d'ailleurs en complémentarité avec le CEA, sur les technologies photovoltaïques dites couche mince. Alors en 2 mots, qu'est-ce qu'une technologie photovoltaïque dite couche mince? En fait, c'est une encre qu'on synthétise, qu'on enduit sur un substrat, qu'on grave évidemment pour collecter les électrons, et qui permet, si vous voulez, à service équivalent rendu, d'économiser. On est à 1% de matière par rapport au 100% du silicium, on divise par 10 à poire 20 le coût de production du point de vue de l'énergie, puisqu'en fait ce sont des choses qui peuvent être faites à basse température, à pression atmosphérique, et on est vraiment sur une technologie qui apparaît dans les sondages de filière à horizon 3 à 5 ans, comme prenant une part substantielle de marché dans le monde du photovoltaïque, et qui
ne remet pas les compteurs à zéro, puisqu'on ne peut pas dire ça. L'industrie est ce qu'elle est, l'industrie photovoltaïque à l'étranger a de l'avance, mais néanmoins en France, on a des équipes de R&D, en Europe, des équipes de R&D de premier rang. On a une vraie volonté politique, confère le NZIA. On a des acteurs industriels, des porteurs de projets qu'il faut absolument défendre, Voltex Solar, Holosolis Carbone, et on a des nouvelles technologies qui viennent quelque part créer la différence avec des nouveaux produits, des nouveaux procédés, et pour réussir à conforter leur levée de fonds et donner de la profondeur de vue sur la technologie, ce qui ne manque évidemment nulle part dans le monde, puisque c'est une grande course, on l'a dit, les chiffres sont mondiaux, la concurrence est mondiale, et que ce soit dans le solaire, dans les batteries, dans le véhicule électrique, dans tous les domaines, il faut savoir organiser des règles qui défendent l'industrie européenne bien au-delà du photovoltaïque. Vous parlez de système, Catherine Santucci. Le solaire, l'éolien sont intermittents. On voit que dans les pays où ils se développent le plus, on a des problèmes de fragilisation du réseau. Comment est-ce qu'on adapte notre réseau qui était conçu justement pour des centres de production d'électricité très localisés là, il y a tout à refaire et tout à repenser. Alors effectivement, le côté optimisation des réseaux, enfin travail sur le réseau et optimisation des réseaux devient un vrai sujet, puisque effectivement, quand on a une production, qu'elle soit par exemple nucléaire, elle est centralisée quelque part, elle est distribuée mais centralisée, alors que les intermittents sont plutôt sur des réseaux de couche inférieure, on va dire. Donc sans faire un cours sur l'électricité. Mais de ce fait, forcément, il faut qu'on optimise. Et en plus, on va avoir, là aussi, ce qu'on disait au début de la conférence, aussi besoin de coupler ces systèmes de production d'énergie avec, par exemple, un électrolyseur haute température pour fabriquer de l'hydrogène décarboné, ou avec toute autre chose, ou des systèmes de batteries massives, et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on équilibre le réseau, donc ça c'est déjà sur les différentes couches, mais également qu'on optimise, et puis quelque part qu'on surveille ces réseaux. Hein. Donc là, il y a tout un travail qui est mené donc par différents organismes, RTE bien sûr, mais le CEA également, pour travailler sur l'optimisation des réseaux qui vont fonctionner de façon tout à fait différente donc, de ce qui fonctionne actuellement. Avant qu'on prenne des questions de la salle, j'aimerais qu'on aborde un point qui, à mon sens, va être central pour la réussite des plans et de cette transition, c'est l'acceptabilité sociale. Alors, pour le nucléaire, c'est évidemment fondamental, mais je pense que ça l'est aussi pour le photovoltaïque, étant donné on a vu, des multipliés par 10 les capacités installées, ça ne va pas forcément se faire sur un lit de roses. Dans le nucléaire, c'est un sujet. Dans le nucléaire, c'est historiquement un sujet qui... Mais l'évolution, en tout cas depuis quelques années, on a une vraie évolution, et je voudrais le souligner, c'est aussi le retour à la science. Et je pense qu'il y a quand même des acteurs publics qui ont pas banalisé, mais qui ont expliqué, vulgarisé, et on est revenu sur vraiment le concret et qu'est-ce que la science apporte, et typiquement, est-ce que c'est carboné, pas carboné, etc. Je pense que tout ce qu'a pu démontrer ou présenter Jean-Marc Jancovici, c'est quand même quelque chose d'important. Il faut montrer aussi que le nucléaire... Donc il y a une évolution, justement, qui est due juste sur cet apport bas carbone. C'est une source bas carbone, je pense que c'est reconnu maintenant. C'est une source de souveraineté, et je pense qu'avec la crise qu'on a eue et l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le choc sur le gaz, les pays... prennent conscience, et donc le public aussi, bon an, mal an. Et puis il faut montrer que le nucléaire apporte beaucoup. Il apporte pour la médecine. Donc nous, on a voulu aussi lancer, et on est un acteur et on se doit de démontrer ça. Donc on a lancé Framatome Healthcare pour montrer que le nucléaire produit des isotopes pour combattre le cancer, et avec une première mondiale qu'on a fait au Canada sur la production de lutécium. On a lancé Framatome Space pour justement démontrer que le nucléaire apporte des solutions pour aller plus loin. Et il y a aussi tout l'écosystème de nouvelles start-up et des nouveaux usages autour du nucléaire, je pense, qui apportent beaucoup pour cette acceptabilité. Il sera l'un des backups, en tout cas, de l'essor des énergies renouvelables. C'est aussi un sujet fondamental pour vous. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce qu'en préparant cette émission, je me suis aperçue que moi-même, j'avais des idées reçues. J'étais restée sur les chiffres de rendement du solaire qui, vous me l'avez dit, ma pauvre, c'est très daté ce que vous dites. Alors, je n'ai pas exactement dit ça, mais
Mais donc en moyenne, ce qu'on trouve aujourd'hui sur les marchés, c'est 21-22%. Moi, j'étais sur 14%, je l'avoue. Voilà. Alors on peut trouver du 14%, mais donc c'est vrai que la moyenne c'est 21-22 et justement les couches minces dont on parlait tout à l'heure sont quelque part une couche supplémentaire qui vient une sorte de pot que l'on ajoute à la cellule silicium que l'on connaît de façon à venir chercher des rendements supérieurs 28-30% sur même surface. C'est évidemment en termes d'acceptabilité, si on parle de puissance installée, ça veut dire qu'on a besoin de moins de mètres carrés pour produire l'énergie dont nous avons besoin. Après, dans le monde du photovoltaïque, c'est vrai que l'acceptabilité, les paysages sont essentiels. Moi, personnellement, je suis très sensible aux paysages français et c'est quelque chose ça fait partie du patrimoine. Il y a néanmoins, quand on pense au photovoltaïque, beaucoup de surfaces déjà artificialisées qui sont exploitées. Donc ça, ne l'oublions pas. On travaille avec des architectes des bâtiments de France pour voir comment est-ce qu'on fait pour faire de façon transparente, de façon invisible, voire de façon encore plus jolie que ce qui existe déjà, tout en proposant une fonctionnalité transformation de la lumière en électricité. On a également une filière qui est assez nouvelle, même si elle commence à être bien connue, c'est l'agrivoltaïque, qui est en fait une mutualisation sur un même espace de capacité maraîchère, de capacité de culture, avec la capacité à produire de l'énergie, avec des dispositifs semi-transparents qui peuvent laisser passer une partie du spectre lumineux à valeur pour ce qu'on trouve en dessous. Mais pour rebondir sur le point de M. Lambert, c'est vrai que je pense que l'acceptabilité est beaucoup liée également aux bénéfices pour l'économie. Et je pense qu'il faut réussir à faire une sorte de deal embarquant l'industrie de façon à ce que quelque part, une des raisons, un des vecteurs d'acceptabilité, c'est que nous avons dans nos familles quelqu'un qui travaille dans l'industrie de la transition énergétique et pas juste au niveau du déploiement. Et pour ça, il faut relocaliser. Et pour ça, il faut effectivement relocaliser et c'est là où on trouve une vraie cohérence, un vrai projet d'économie et de transformation. Merci à tous. Oui, vous vouliez. Oui, ce sera le mot de la fin. Je pense aussi, je pense que ce qui est vraiment important, c'est la prise de conscience. Donc, entre l'urgence climatique et effectivement la crise énergétique et l'essor de filières en termes de souveraineté nationale, je pense que cette prise de conscience, elle est essentielle aussi à l'acceptabilité. Je pense que finalement, ce qu'on dit, certains, c'est transformer un consommateur en acteur, c'est-à-dire qu'on devienne nous-mêmes acteurs de nos propres usages. On a un petit peu de temps pour des questions de la salle. Ouais. On ne t'entend pas. Oui. Alors, il nous reste quelques instants pour prendre quelques questions dans la salle. S'il vous plaît, oui. Allez-y, monsieur. Bonjour, merci. J'avais deux sujets que vous n'avez pas abordé beaucoup. C'est les batteries. Qu'est-ce qu'on peut attendre des recherches sur les batteries, le stockage de l'électricité? Et l'éolien. On a un peu parlé, suite au déboire de Siemens Energy notamment. Que faut-il espérer de l'éolien? Merci. Alors, je vais peut-être répondre sur la partie batterie. Donc, sur les batteries, effectivement, il y a un certain nombre de recherches qui sont menées. Et en termes de R&D, la prochaine génération de batteries, donc la génération 4, donc, se positionne que des batteries tout solides. C'est-à-dire qu'ils sont plus sûrs, parce qu'il y a un problème en termes de sécurité, l'idée c'est aussi de gagner, mais aussi plus performantes. Donc l'idée c'est de gagner dans la génération 4 de l'ordre de 50% par rapport à ce qui existe actuellement. Donc ça, ce sont des sujets. Et puis également qu'ils soient moins consommatrices, de la même façon que d'autres systèmes d'éléments rares ou critiques. Donc de remplacer le lithium par d'autres éléments, de se passer du cobalt et ainsi de suite. Donc, et puis il y a aussi la partie recyclage. Donc là aussi, ce sont des choses qu'il faut vraiment pousser en termes de développement pour là aussi développer des filières dans ce domaine-là sur la base de la recherche. Alors sur l'éolien, le CEA travaille assez peu là-dessus. C'est plus dans le domaine les compétences relèvent plus du domaine de l'aéronautique. En revanche, nous on travaille effectivement sur la partie recyclage, notamment ce que j'ai dit tout à l'heure sur la partie aimant permanent, mais aussi sur la partie recyclage des pales d'éoliennes qui utilisent énormément de fibres de carbone. Et là, d'ailleurs, il y a une start-up issue du CEA qui s'est créée récemment pour le recyclage de ces fibres carbone de façon à diminuer l'impact carbone de la partie pâle des éoliennes.
Merci Catherine Santucci pour cette réponse. D'autres questions peut-être dans la salle? Merci pour ce débat. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Ce sera plus pratique pour vous repérer. Merci. Pour revenir à l'énergie nucléaire, concernant les SMR, Small Modular Reactors, ont-ils un avenir en France et avec des acteurs français? Oui. Oui, je crois qu'il... Donc, la réponse est oui, et il y a une décision qui a été prise pour un premier SMR en France, qui serait le Neward, donc où Framatome participe. Il y a une table ronde demain sur tout ce qui est SMR Advanced Reactor, donc je vous invite à y participer. Mais après, voilà, il y a une question des SMR, des AMR, c'est assez complet. Il y a une question des usages, il y a une question des localisations, et ça doit être traité sur un marché plutôt mondial que purement français. Une question par ici peut-être? Allez-y monsieur. Bonjour. Le Suisse Meyer Burger, fabricant de panneaux solaires, a annoncé récemment qu'il allait fermer son usine de Dresde, en tout cas commencer à arrêter sa production en mars, et concentrer ses efforts sur les États-Unis. Alors, suite aux subventions de l'Inflation Reduction Act. Donc, comment pensez-vous que l'Europe puisse réagir face à cette offensive américaine qui démolit la plupart des emplois en Europe dans le solaire? Oui, en fait, l'offensive américaine est une réponse américaine à l'offensive chinoise, en réalité. Et c'est vrai qu'il faut que l'Europe tire absolument son épingle du jeu. Donc Meyer Burger, c'est un exemple. Il y a Norwegian Crystal, et on a eu des dépôts de bilan dans la filière au niveau norvégien l'été dernier. Comment est-ce que l'Europe réagit? Les industriels européens se mobilisent, notamment dans le cadre d'une association qui s'appelle European Solar Manufacturing Council, en sonnant l'alarme en disant qu'au-delà des 18 mois que va mettre l'implémentation du Net Zero Industry Act dont on parlait, qui est une réponse européenne qui se veut être à la hauteur, il faut réussir à survivre. Et comment ils demandent de faire ça? Par des régimes d'urgence, en fait, par des dispositifs d'urgence, et en particulier par des fonds qui leur permettent d'acheter, qui permettraient à l'Europe donc d'acheter en fait les capacités de production des industriels européens. Puisqu'en fait, ce qu'on trouve en stock, et je le rappelle, donc c'est entre 1 et 2 ans de marché européen qui se trouve aujourd'hui servi par simplement ce qui est dormant dans les ports européens, et ce sont des technologies chinoises qu'on trouve à 10 centimes d'euros du watt crête. C'est vraiment une situation d'alarme, et je rejoins votre inquiétude, elle est tout à fait fondée. Encore une question, monsieur, je vous écoute. Je viens de Bourgogne, alors on est très fiers d'avoir Framatome chez nous. Alors j'ai une question quand même, comment ça se fait que les Chinois sortent des centrales un peu comme des lapins pour des lapins, et alors qu'on n'arrive pas à sortir Flamanville? Grégoire Lambert, c'est à vous. La question est forcément bonne. Non, les Chinois, historiquement, ils n'ont pas arrêté de construire de centrales. Et ils sont en train de construire 23 centrales en même temps. Je peux vous dire que moi, j'ai vécu et j'ai été 2 ans sur le site de Taishan. Donc, j'ai travaillé pour justement la construction des 2 EPR à Taishan. Il y a un savoir-faire aussi bien, en tout cas sur la construction elle-même, d'un réacteur nucléaire. Ils ont ce savoir-faire-là. Ils ont besoin d'accompagnement parfois sur des technologies, de moins en moins. Aujourd'hui, on est encore présent sur la partie fuel, mais de moins en moins sur le design des réacteurs. Mais voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je pense que le fait de ne pas avoir construit, on a gardé le savoir, on a gardé la technologie, on a gardé la physique du réacteur. Le construire en cadence, c'est compliqué, et on ne l'a pas fait. Et c'est pour ça que le fait de dire on va faire 6 EPR d'un coup, c'est clé. Et c'est clé, et c'est ce que font les Chinois. Les Chinois. Donc on va standardiser aussi bien les processus de fabrication que juste le produit lui-même. Et donc la réplication doit vraiment jouer son jeu et accélérer, et on est persuadé que ça va être le cas. Et donc on met aussi toutes nos usines en face pour le faire, et la filière aussi se met en face pour le faire. Voilà. Mais principalement, c'est la quantité de réacteurs qu'on produit. Merci beaucoup à nos 3 invités pour vos réponses. Merci au public, évidemment, pour ces questions.
Et je vous précise, puisqu'il me reste encore quelques secondes, qu'il y a 2 conférences passionnantes qui s'annoncent pour demain, en présence notamment de Valérie Pécresse et de Thierry Breton, commissaire européen. Il reste des places, donc n'hésitez pas à prendre vos réservations. Une autre information pour ceux qui restent pour la prochaine conférence, il y aura un intervenant anglais, donc il y a des casques à votre disposition si vous souhaitez vous équiper dès maintenant. Nous, on se retrouve dans quelques instants, le temps de marquer une courte pause. À tout à l'heure.